Alors bien évidemment, au début, eh bien, nous avons la source d'où toute vie naît, que ce soit d'ailleurs la source de l'eau ou la source de la création de l'univers, puisqu'effectivement, ça reste un nom que nous donnons à la source de la vie, mais qui reste au fond d'ailleurs un grand mystère, et c'est certainement très bien comme cela. Il ne faut pas oublier que pour l'eau, c'est pareil, l'eau est une des plus grandes inconnues de l'univers. On a beau avoir cherché, il y a beau y avoir des dizaines et des dizaines de publications scientifiques sur ce sujet toutes les semaines, et bien pour autant, cette molécule très simple, hein, un atome d'oxygène, deux atomes d'hydrogène, eh bien, est loin de nous avoir révélé tous ses secrets. Donc, la source, c'est le point de départ pour de nombreux chercheurs sur l'observation que l'eau pouvait avoir des propriétés particulières et surtout fluctuantes ou différentes en fonction des caractéristiques de l'eau à la source. Alors, quand on dit caractéristiques de l'eau, eh bien, nous allons nous entendre sur ce terme-là et nous allons détailler un petit peu après quelles peuvent être les différentes caractéristiques de l'eau justement à une source. En tout cas, le fait est que, et rien que ça c'est extraordinaire, l'eau peut parcourir des centaines, voire des milliers de kilomètres sous terre et choisir, entre guillemets, de jaillir à un point particulier, qui est celui de la source de la résurgence, quand elle a terminé l'ensemble de son cycle géologique naturel. Et à cet endroit où jaillit la source, eh bien, elle est totalement disponible à la boisson, à l'assimilation aussi par l'organisme de l'eau donc, et également des éléments minéraux qu'elle contient, puisqu'elle a terminé son cycle géologique. Et au cours de ce cycle géologique, l'eau va bien sûr croiser des strates rocheuses, il va y avoir des imprégnations, des captations de certains éléments, des rejets d'autres, des transformations au cours de son cheminement. Et tout ça, ça se passe aussi à travers des dynamiques particulières, comme les dynamiques tourbillonnaires dont nous allons parler juste après. Et qui dit source, dit sourcier, et ça c'est un autre point qui est assez intéressant, qui va nous permettre d'aller un petit peu plus aussi en avant sur des propriétés particulières de l'eau, la manière d'appréhender les propriétés particulières de l'eau, puisque le domaine des sourciers est celui-là, à la fois de détecter de l'eau, mais également aussi de pouvoir, à travers leurs outils que sont les baguettes ou les pendules ou simplement le ressenti énergétique, eh bien, ces sourciers vont pouvoir nous donner également des indications sur certaines propriétés énergétiques de l'eau. Donc, les sourciers font partie de la famille de ce qu'on appelle les radiesthésistes, c'est-à-dire ces chercheurs qui utilisent ces outils particuliers pour eh bien, obtenir de l'information sur des éléments a priori non tangibles. Et là où il est très intéressant de faire l'observation et la remarque, c'est que la vibration de l'eau ayant l'air pourtant d'être intangible, l'est bien à un certain niveau, puisque nous pouvons la détecter, non seulement la détecter, mais la faire jaillir de terre, donc c'est-à-dire de manière purement physique et manifeste, eh bien, il est possible de montrer qu'une pratique qui est celle de la sorcellerie, qui semble a priori ou de premier abord éventuellement étonnante par le fait qu'elle met en mouvement des outils dont on ne comprend pas forcément ni la manière de fonctionner, ni l'origine du mouvement, si je prends le pendule, et bien pour autant, ces techniques-là vont nous montrer par des réalités physiques concrètes, la manifestation de l'eau en dehors du sol, qu'il y a bien un fondement à tout ça, et que c'est possible et que ça fonctionne. Comment un sourcier procède-t-il? Eh bien, il va avoir donc soit des baguettes de différents matériaux, ça peut être aussi en bois, ou ça peut être aussi synthétique, c'est des baguettes en plastique, ça peut être des baguettes en métal, en laiton, mais ça peut être aussi du cuivre ou toute autre chose, ça peut être un pendule, hein, ça dépend vraiment du sourcier, ou ça peut être simplement avec les mains, avec le ressenti ou le corps. En tout cas, quoi qu'il en soit, le corps va toujours être en fait l'outil premier permettant de recevoir l'information, la vibration, de la reconnaître, et ensuite les baguettes sont juste des prolongements de la sensibilité corporelle qui vont
du coup, bouger en fonction de comment le corps lui-même, par des micro-mouvements, va se positionner. Tout ça avec ce qu'on appelle une convention mentale, qui peut être, par exemple, au moment où je passe le courant d'eau, donc qui se trouve sous terre, si je suis le sourcier, et mes baguettes sont droites au départ, et bien au moment où je vais passer le courant d'eau, ma convention, c'est de dire que les baguettes se croisent. Et donc, quand mon corps a appris à reconnaître cette vibration émise par l'eau, eh bien, quand il va se trouver dans le courant d'eau, à ce moment-là, il va y avoir une fluctuation des micro-mouvements du corps, et les baguettes vont montrer en fait plus directement ces fluctuations-là. Alors, baguette ou pendule, hein, toujours, quel que soit l'outil choisi. Certains sourciers connaissent et comprennent de manière, je dirais, poussée, approfondie ces pratiques. D'autres pas du tout. Ils font ça de manière tout à fait intuitive, avec une baguette de noisetier en bois, sans savoir vraiment comment est-ce que ça fonctionne. Mais pour autant, ça fonctionne. Et donc, eh bien, quand le sourcier passe dans le courant d'eau, les baguettes se croisent par exemple, et quand il ressort du courant d'eau, elles se décroisent. Et donc là, on va pouvoir déterminer sur le terrain eh bien, un espace, un courant qui est sous terre et qui émet, donc duquel émergent vers le haut les vibrations de l'eau. Et c'est ce que le corps ressent quand il passe à l'intérieur. Ça, c'est une première chose. Après, il y a une seconde chose qui est là, dans un niveau déjà un peu plus, je dirais, approfondi, où le sourcier est un petit peu plus expert quelque part. Il va pouvoir donner une indication sur la profondeur du courant d'eau. Alors là, encore une fois, différentes techniques utilisées. Certains utilisent des cailloux, et en fonction du nombre de cailloux, ou avec un pendule, ils vont compter, etc. Ou en fonction de la force ressentie du flux, ils vont déterminer une profondeur, qui peut être de quelques mètres à quelques dizaines de mètres, voire centaines de mètres. Et puis, au-delà de la profondeur, on a un autre élément qui peut être donné, c'est le débit. Le débit en mètres cubeurs, hein, ou en litres par minute, peu importe, mais en tout cas le débit et le sens du courant. Et donc, ce sont des indications déjà qui suscitent un petit peu plus d'interrogations, puisque autant, bon, on peut comprendre que le sourcier va ressentir un courant d'eau en passant au-dessus, autant avoir un ressenti sur la profondeur et la force et le débit de ce courant d'eau. On perçoit que déjà, il y a nécessité d'un certain affinage de la compréhension du ressenti, de l'information, etc. Et puis, pour aller un petit peu au-delà de ça, eh bien, un sourcier vraiment aguerri dans sa pratique va pouvoir donner ces informations, ces mêmes informations, mais même sur un plan et à distance. C'est-à-dire que si je vais voir un sourcier, je lui dis voilà ma parcelle, voilà ma maison, voilà, etc. Je lui dessine tout ça, je lui dis c'est localisé à tel endroit. Eh bien, en travaillant avec son pendule, par exemple, ou ses baguettes sur le plan, il va pouvoir dire voilà, on a un courant d'eau qui passe à tant de mètres ici, à tel endroit, entre la maison et etc., à telle profondeur, avec tel débit. Donc tout ça à distance sur un plan. Là, on n'est plus sur le terrain. Donc évidemment, ça suscite d'autres interrogations, à savoir, mais comment cela est-il possible? Comment est-ce que ça peut se produire, se passer? Alors, cette vidéo n'a pas pour objet de répondre à toutes ces questions-là, mais juste déjà de susciter les interrogations, et aussi de faire le parallèle entre la réalité de ces faits, puisque les sourciers existent et ils pratiquent tous les jours, et la réalité des faits concrets qui sont en lien avec la pratique de ces sourciers, le fait d'aller creuser des puits, faire des forages et trouver l'eau à l'endroit donné, à la profondeur donnée, avec le débit donné. Donc, ce lien qui est fait ici permet juste de comprendre que cette pratique de la sorcellerie, de la radiesthésie, est une pratique qui est aussi quelque part tout à fait concrète et qui donne des résultats tangibles au niveau de la matière. Et donc, c'est également cette pratique, cette technique que nous allons utiliser aussi pour appréhender ce niveau de la vibration, de l'information, de la structuration, de la cohérence de l'eau, et pour avoir donc des indications sur eh bien, les qualités obtenues suite à des pratiques ou à l'utilisation d'outils pour vitaliser, dynamiser l'eau. Revenons-en à nos sources, dites guérisseuses ou dites miraculeuses, pour comprendre un petit peu plus avant pourquoi des chercheurs se sont intéressés aux propriétés de l'eau. Eh bien, simplement au départ, puisque de manière tout à fait empirique et pratique, les gens se sont rendus
sur les sources. Si on prend par exemple en France la Bretagne, ne serait-ce que la Bretagne, eh bien, il est répertorié à peu près 2000 sources comme étant, on va dire, guérisseuses. Hein. De toute façon, peu importe le terme, guérisseuse ou miraculeuse, ça veut dire que ces sources-là, eh bien, sont avérées avoir une action ou plusieurs actions, de multiples actions sur l'organisme en termes de rééquilibrage, donc de guérison, c'est-à-dire, entre guillemets, ça veut dire que ça a une action qui va être favorable pour l'organisme. Et là, effectivement, on peut s'apercevoir que dans ces sources répertoriées et dans ce qu'elles permettent de traiter en termes de pathologie, eh bien, finalement, on a en fait autant de sources existantes que de pathologies existantes. C'est-à-dire qu'elles vont permettre de traiter la vue, les maux de tête, les problèmes de peau multiples et diverses à quelques endroits que ce soit, des douleurs intestinales ou au niveau du cœur, ou la problématique pour avoir des enfants, par exemple, ou le mal de genoux ou de jambes, ou, etc., etc. Donc en fait, il y a une multitude de propriétés thérapeutiques pour une multitude de sources existantes. Et évidemment, les questions qui se posent, c'est est-ce que c'est lié aux propriétés de l'eau, hein, des minéraux, les propriétés du terrain, de l'environnement lui-même? Est-ce que ce sont les pratiques ou les croyances qui sont faites avec ou conjointement à ces sources qui génèrent des effets? Est-ce que c'est la température? On peut parler des sources thermales également, de l'eau qui joue. Donc, vous voyez un ensemble de phénomènes en fait qui sont liés directement à l'eau et à la source, et pour lesquels nous sommes en droit de nous interroger, de savoir quel est le phénomène véritablement agissant. Est-ce qu'il y en a un qui est agissant plus qu'un autre, ou en fonction d'un environnement, il y en a un qui va agir plus qu'un autre? Eh bien, ce sont de vraies interrogations. Et en tout cas, ces interrogations et ces observations concrètes sur l'eau à avoir des actions favorables au niveau de l'organisme. Hein. Donc, favorable, c'est que ça va permettre de mieux, par exemple, nettoyer le corps, donc d'éliminer plus. Ça va permettre de créer des rééquilibrages. Peut-être que simplement, ça va être un minéral ou un équilibre minéral dans une alchimie présente qui va permettre des échanges particuliers et créer des rééquilibrages. Donc, un ensemble de choses où effectivement, pourquoi pas, les pratiques, même religieuses, ou les pratiques rituelles, ou les pratiques spirituelles faites en relation avec l'eau, et ça c'est pareil, hein, ça traverse les âges et ça traverse le monde, où l'eau est considérée, et à juste titre, hein, puisque c'est un des 4 éléments, et rappelons que des éléments, il n'y en a que 4, donc ce sont des piliers en fait de la nature vivante, et y compris de la nature humaine, puisque notre organisme lui-même est constitué en majorité d'eau, 70% pour sa masse, 99% en nombre de molécules, et finalement à 100% si je regarde du point de vue des 4 éléments, hein, qui sont là vraiment 4 éléments liés et indissociables, mais ça, ce sera l'objet éventuellement d'un approfondissement, ces 4 éléments. En tout cas, l'eau fait partie de ces piliers-là, et c'est ce pourquoi, depuis des millénaires et à travers toutes les générations et tous les peuples, eh bien, elle a été utilisée également dans les pratiques religieuses et les rituels pour justement des actes de guérison, parce que précisément, elle joue un rôle, et entre autres, un des rôles de l'eau, eh bien, c'est de pouvoir capter de l'information, de pouvoir éventuellement la transporter et puis la réémettre. Et c'est précisément puisque cette information ou ces états peuvent être déjà présents dans l'eau d'une source, voire être augmentés par une pratique ou un rituel, et que l'eau peut la capter et la transporter, et que donc lorsqu'elle est bue, eh bien, elle va pouvoir générer ce qu'elle a à générer, c'est-à-dire réémettre ça aux différents endroits de l'organisme, dans les cellules, etc. Et donc créer, par voie de conséquence, eh bien, des rééquilibrages, et donc on aboutit à des guérisons. L'eau en soi, en elle-même, n'est pas guérisseuse en tant que telle, mais c'est ce qu'elle va générer au niveau de l'organisme en termes de mouvement, évidemment, de fluctuation, de transformation, de transmutation, qui va aboutir à une guérison. Donc ces sources sont un point de départ, et l'observation de ces caractéristiques de l'eau nous ont amené, de multiples chercheurs, à se questionner encore et encore sur comment faire pour reproduire éventuellement ces caractéristiques de la nature, voire même les amplifier, et puis eh bien, les apporter également dans notre quotidien, puisque
Bienheureux est celui qui a une source dans son propre terrain ou à côté de chez lui. Malheureusement, ce n'est pas le cas, et loin de là, pour un bon nombre de nous-mêmes. Et donc, l'idée, eh bien, c'est de faire en sorte de pouvoir reproduire les caractéristiques de la source et puis de pouvoir créer des outils et faire en sorte que cela arrive chez nous. Donc, voyons dans la vidéo d'après une des caractéristiques fondamentales de du fonctionnement du vivant pour la régénération de l'eau dans ce cadre de la vitalisation de l'eau.